bienvenue dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez aborder tous les thèmes qui vous tiennent à cœur. Vous le savez, aucun sujet n'est défini à l'avance. Ce n'est pas moi qui vous propose un thème ou alors très exceptionnellement, mais vous, en fonction de votre vécu, qui vous pouvez à tout moment appeler le 39 21 pour en témoigner à l'antenne et aussi peut-être dialoguer avec d'autres auditeurs qui se retrouveront dans votre histoire. Alors pour témoigner, pour réagir à une histoire, le 39 21 est à votre disposition comme tous les soirs. Vous y serez accueillis par Assiba et Julie sous l'œil attentif et bienveillant de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et à tout moment, vous pouvez également nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions par courriel sur le site europe1.fr. Toutes nos excuses, hier ça ne marchait pas, nous avions fait des tests parce que nous étions un peu surpris de ne pas recevoir vos courriels et de notre côté les tests marchaient, donc on se disait tiens, ils nous envoient des SMS ce soir, mais ils nous appellent mais ils ne nous écrivent pas et puis on a eu un petit message ce matin nous disant que les courriels ne fonctionnaient pas. Donc ce soir ça fonctionne. Vous pouvez nous écrire et vous pouvez nous envoyer vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors oui, avant d'accueillir Marilyn, je voulais vous avez envoyé justement pas mal de courriels pour avoir les références de livres cités par Sophie Peters cet été. Donc je voulais vous dire que ces références de livres étaient sur le site europe1.fr. Donc pour y avoir accès, donc vous allez sur www.europe1.fr, après radio, puis grille des programmes. Là, vous allez sur 23h, 1h, libre antenne Caroline Dublanche. Et là, vous allez tomber sur les références des livres cités à l'antenne par Sophie. Donc, europe1.fr, radio, grille des programmes, 23h, 1h, la libre antenne. Et vous allez tomber sur les références des livres cités. Bonsoir Marilyn. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc en fait, je me suis permis de vous appeler pour que vous puissiez me conseiller en fait. Voilà. Oui, parce que vous êtes dans un dilemme amoureux. Ouais, un gros dilemme. Voilà. Alors vous êtes dans une relation depuis 10 mois avec un homme et vous en avez rencontré un autre dans une soirée il y a peu. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Et en fait, j'ai rencontré par hasard. Je suis sortie, je voulais souffler un petit peu et je suis tombée sur cet homme-là qui est plus âgé, de 5 ans de plus. Et, il a quel âge ? Il a 29 ans. D'accord. Et donc l'autre en a 25, comme moi. Et le problème, c'est que j'ai jamais eu confiance en 10 mois avec Arthur, ce qui s'appelle Arthur. Et l'autre s'appelle Victor. Et avec Victor, alors j'ai totalement confiance depuis le début. Et je suis dans un gros dilemme parce que c'est plutôt platonique avec Victor, mais avec Arthur, il y a de l'amour quand même. Donc je sais pas quoi faire. Voilà. Oui, mais c'est un peu normal. Il y en a un où c'est une relation déjà sur une durée un peu longue et l'autre, vous venez de le rencontrer. Donc, tout à fait. Vous dites d'abord c'est platonique, c'est cette rencontre, elle a eu lieu quand ? Elle existe bientôt, ça va faire 1 mois. Voilà. 1 mois ? 1 mois, oui. 1 mois, oui. Ouais. Et vous vous êtes vus combien de fois ? 6 fois. 6 fois. Et c'est platonique parce que c'est vous qui pour le moment n'osez pas aller plus loin, vous interdisez d'aller plus loin ? Exactement. Oui. Vous culpabilisez un peu par rapport à votre petite amie. Tout à fait. Mais
En même temps, si vous avez un coup de cœur pour cet autre homme, c'est peut-être pas un hasard non plus qu'il prenne cette place-là dans votre vie. Peut-être que dans votre relation, il y a quelque chose qui fait défaut. Écoutez, j'ai jamais eu confiance j'ai été même à espionner la personne à plusieurs fois reprises. Il y a même des amis en commun qui m'ont dit qu'il est parti en soirée sans moi, qu'on l'aurait vu avec des femmes, ou même des petits mensonges à tout va. Et donc, ce qui fait qu'il a un petit peu... mon amour, il est en train de se transformer en haine envers Arthur, alors que Victor, c'est tout beau, c'est tout rose parce que c'est le début. Et je crois pas au hasard. Donc, je sais. Par contre, j'arrive pas à l'analyser. Victor, c'est quelqu'un de très réservé et j'arrive pas à le cerner en fait. Voilà, c'est ça mon dilemme. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que si vous l'aviez cerné au bout d'un mois, quelle tristesse. Si vous aviez fait le tour de cet homme en un mois, c'est vraiment heureusement qu'il est plus complexe que cela. Et après tout, il se montre réservé. Oui, il est pas après tout. Et vous, que connaît-il de vous? Il connaît pas tout non plus. Est-ce qu'il sait que vous avez une relation? Non. Vous ne lui avez pas dit? Non, du tout. Non. Parce que j'ai déjà eu... j'ai énormément de problèmes avec Arthur et donc c'était un petit peu... on est encore ensemble sans être ensemble et je sais pas quoi faire. Voilà, je sais pas qui choisir, je sais pas si je vais faire une grosse erreur en le quittant pour me retrouver dans les bras de Victor. Donc... Bon, écoutez, de toute façon, le problème, c'est la question de la confiance. Hein. Vous parlez d'un amour qui se transforme en haine. Donc, je vois pas comment votre relation peut évoluer positivement dans un tel contexte. Alors, vous dites que vous ne lui avez jamais fait confiance. Ça pose quand même question. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Parce que il y a ces réflexions de vos amis. Du coup, vous qui l'espionnez, mais vous me dites aussi que la confiance n'était pas là dès le départ. Pourquoi? Pour quelle raison? Je sais pas. C'était un ressentiment et au fur et à mesure, j'ai vu que je n'avais pas toujours confiance envers lui. Je lui ai fait savoir, bien sûr, on en a parlé même tout le temps. Et c'est l'un des gros problèmes entre nous deux. Et j'ai eu il me ment, j'ai su plein de choses Mais il vous ment sur quoi? Sur le fait, par exemple, il est dans un endroit et en fait, il est dans un autre endroit, par exemple. Oui, mais est-ce que finalement c'est... Parce que quand on en vient à douter comme ça à ce point de l'autre, est-ce que c'est pas un manque de confiance en soi aussi à la base? Oui, tout à fait. Est-ce que vous faites confiance? Parce que quand on a quelqu'un aussi en face de soi qui ne nous fait pas confiance, qui nous pose des questions un peu constamment sur notre emploi du temps. Je vais me faire un peu l'avocate du diable, hein. Mais on peut finir par arriver à lui mentir parce que ça finit par nous saouler. Voyez, excusez-moi d'être familière, mais parce que ça nous empoisonne un peu la vie. C'est vrai que je suis trop possessif et trop sur lui. J'ai un peu ce sentiment-là. Donc c'est vrai qu'il a dû mentir. Il y a eu des petits mensonges, mais après j'ai eu des échos par des amis en commun que nous avons, qu'il est sorti sans moi, chose que je voulais pas, qu'on avait planifié dès le début, des choses comme ça. Mais pourquoi il pourrait pas sortir sans vous, Marilyn? Parce que j'ai peur des autres femmes. Oui, mais c'est ce qu'on entend. Qui tombe dans une autre, dans les bras d'une autre. Oui.
Et vous pensez que, parce que donc pour éviter ça, il faut que vous soyez toujours à ses côtés. Vous savez, quand on veut tromper quelqu'un, on y arrive toujours. Hein. Oui, la preuve. Oui, c'est vrai que. Donc, et puis bon, il m'a menti sur plein de choses. Il n'est pas si net que ça et. Mais s'il n'est pas si net que ça, comment voulez-vous, en ayant une telle image de lui, si vous avez une telle image de lui, pourquoi restez-vous avec lui? Il a des bons côtés aussi, mais j'estime qu'une femme doit se faire respecter et je pourrais pas accepter la tromperie. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Oui et non. Si. Parce que vous considérez que pour le moment ça reste platonique. Alors après, où ça commence? Oui. Mais finalement, ça commence où l'infidélité? Vous êtes en train de dire cet homme vous pensez qu'il fait des écarts, mais vous aussi, vos pensées s'envolent vers un autre, hein, si on va par là. Donc c'est... Je pense que vous êtes, terriblement... Il y a un manque terrible de confiance en vous. Vous avez peur, vous le dites, des autres femmes que vous considérez comme des rivales. Donc, dès que votre petite amie est loin de vous, c'est l'angoisse, c'est la panique. Et vous imaginez que loin de votre vue, forcément, il va vous tromper. Alors, s'il sort sans vous, c'est forcément qu'il va vous tromper. Exactement. Or, je suis désolée, mais il peut très bien avoir des moments où il est sans vous et pour autant ne pas vous tromper. Ça, oui. c'est votre problématique à vous, c'est votre jalousie, c'est votre possessivité qu'il faudrait régler, hein. Parce que sinon, vous n'allez pas être heureuse dans vos relations, hein. Pourquoi vous pensez que le monde est de toute façon à ce moment-là plein de tentations. Dans les faits, c'est avec vous qu'il est. C'est pas avec d'autres. Mais bizarrement, c'est pas la première fois que ça m'arrive, cette histoire de confiance ou de jalousie. Mais ça m'est arrivé aussi de faire confiance ça m'est arrivé de faire confiance à une personne. Donc, je me demande si c'est pas la personne qui cloche ou sur certaines personnes, je vais avoir plus peur. Donc, vous voyez, je peux avoir totalement confiance comme être super désagréable, impulsif, possessif. Donc, le choix, il est vraiment dur, en fait. En sachant qu'il y a des histoires depuis longtemps avec Arthur et ça dure depuis trop longtemps et j'aimerais vivre tranquillement. Si vous le dites vous-même, si ça dure depuis trop longtemps, comme le signe le cœur, dont je reçois un petit message, partez à la découverte de Victor. Après tout, c'est l'occasion. Puisque, étant donné les critiques et la colère que vous exprimez, hein, quand même, parce qu'elle est là, elle est très présente chez vous à l'égard d'Arthur, eh bien, écoutez, à la faveur de ce coup de cœur que vous éprouvez pour Victor, lancez-vous. Au lieu de cultiver le ressentiment. Mais comme je vous ai dit, Victor, j'arrive pas trop à le cerner en fait. C'est quelqu'un de très réservé. Mais ça, si vous voulez, vous voulez des garanties, surtout. La vie fonctionne pas comme ça, hein. C'est pas mathématique. Vous pouvez pas prendre des assurances vie sur tout, hein. Comment voulez-vous cerner, heureusement, je vais vous le redire, que vous n'arrivez pas à le cerner? Ça serait d'une tristesse. Si vous réussissiez à quelqu'un qu'on arriverait à cerner en un mois, mais
c'est que ça serait assez limité, hein. Oui, c'est vrai. Bon, l'être humain est complexe, donc heureusement que on découvre toujours finalement chez l'autre et on a besoin, enfin, c'est d'être surpris. Souvent, regardez les couples d'ailleurs. Les couples qui souvent ont une bonne entente, qui durent, disent que ils arrivent à être surpris par l'autre. Or vous me dites au bout d'un mois, j'arrive pas à le cerner. Alors peut-être que oui, là vous le cernez bien, Arthur. Vous le cernez dans ce qui vous angoisse, dans ce qui vous fait peur. Mais il y a aussi un côté rassurant. Vous fonctionnez sur ce mode-là, sur le mode du reproche, des critiques. Bon, alors il ne s'est pas encore peut-être déclaré, c'est-à-dire dans ses sentiments, ce que vous voulez dire, le fameux Victor là. C'est ça, il ne vous a pas dit ce qu'il ressentait pour vous. Non. Oui. Je pense que c'est quelqu'un, déjà à la base, il parle pas trop, donc... Bon. donc comme ça... Mais est-ce que vous lui parlez tandis que l'autre, oui, il le montre. Enfin, au bout de 10 mois, c'est un petit peu normal. Bon. Ben oui, mais vous voyez, il a beau vous le montrer, vous ne le croyez pas. Alors parce que j'ai eu les preuves qu'il m'a menti. Et ben oui, mais parce que vous ne voulez voir que ce que vous avez envie de voir aussi, Marilyn. Je crois. Donc vous pensez qu'il faut que je reste avec Arthur ou que je... Oh, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui vient aussi de votre attitude à vous. Et c'est pour ça que vous avez tant de mal à décider. Parce que vous le sentez intimement, ça. Vous avez peur de lâcher la proie pour l'ombre, hein? Ouais, peur tout court, oui. Ben oui, vous avez peur. Mais après tout... Après tout, vous pouvez voir avec ce qu'il en est avec ce Victor, voir continuer à le voir et voir comment la relation évolue. Mais je vous dis, vous auriez besoin de vous apaiser par rapport à votre possessivité, parce que vous avez une certaine façon de concevoir l'amour uniquement dans la fusion. Or ça, c'est problématique. À devoir tout le temps être ensemble, et parce que derrière cela, il y a une peur. C'est-à-dire, si l'autre n'est plus là, il va vous tromper. Et ça ne pourra pas fonctionner dans vos relations, hein. Vous serez toujours malheureuse de cette façon-là. Tout à fait. Et à trop étouffer l'autre, vous allez le pousser vers ce que vous redoutez. C'est-à-dire, à un moment, est-ce qu'il vous trompe ? Alors, après tout, il serait bon d'accepter le fait que vous êtes en colère. Il y a quelque chose aussi dans cette relation qui vous met en colère. Plutôt que j'ai l'impression de la garder pour vous, de pouvoir l'exprimer, d'en parler, je pense aussi. C'est compliqué pour vous en ce moment, parce que c'est une drôle de situation d'aller, après tout, exprimer à votre petite amie que vous avez du mal à lui faire confiance, que vous êtes en colère, alors que vous aussi, de votre côté, vous avez un penchant, une attirance pour un autre homme. Tout à fait. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver, mais gardez-vous bien de le lui dire. Parce que vous ne savez pas encore quelle décision vous allez prendre, donc ça n'arrangerait rien. Pour le moment, c'est votre jardin secret. Ça ne sert à rien de lui en parler. Mais vous pouvez discuter avec lui et de dire il y a quelque chose comme ça qui vous mine. Parce que si vous gardez cette colère, ce ressentiment pour vous, ça ne va pas aller. Il vaut mieux que j'en parle et calmement.
Oui, C'est vrai dire que bon, pour peut-être essayer de repartir sur d'autres bases et voir un petit peu ce que lui peut vous en dire, quitte vous à peut-être faire un travail sur vous pour comprendre pourquoi vous êtes tellement dans cette jalousie, dans cette possessivité, dans cette à considérer les autres femmes comme des rivales, enfin, vous voyez. Et peut-être une façon de aussi, du coup, lui rendre l'appareil, hein, inconsciemment, avec cet autre homme-là. Tout à fait. Je pense que... Oui, ouais. ça peut être une façon aussi de le Bon, de après, punir. je n'étais pas dans l'optique de sortir ce soir-là et de rencontrer quelqu'un. C'était vraiment Non, mais bien par sûr, hasard. mais oui, mais Et j'en ai parlé à Arthur plusieurs fois, et c'est vrai que j'ai énormément de colère envers lui, et il le sait. J'ai même dit, j'ai même pas envie de te voir, et ça doit faire 2 semaines qu'on s'est pas vus. bon. Parce que Mais oui, mais justement, je crois que vous avez besoin de prendre du recul par rapport un peu à cette histoire, parce que c'est pour cette raison que vous n'arrivez pas à prendre de relation. De décision, pardon. Je vais vous lire des réactions pour conclure. oui. Il y a Katou qui dit, bon, vous parlez de ces deux hommes, qui dit, mais où en sont vos sentiments, vous, amoureux, envers quel homme? Il y a Gabriella qui dit, avant de se remettre avec quelqu'un, Marilyn devrait prendre du recul sur son comportement. Lily dit, mon ex-mari était comme vous, alors que j'étais fidèle, j'ai fini par lui donner raison, en ne l'étant plus, donc faites attention. Et puis Mathieu qui dit, vous n'avez pas confiance en Arthur, aurez-vous confiance en Victor, et avez-vous confiance en vous? Il y a Rémi qui dit, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre de la maturité et de faire confiance davantage aux hommes. Les hommes ne sont que des prétextes. Et puis il y a également Isaac qui dit, les rencontres sont-elles réellement le fruit du hasard? Quelles sont les barrières qui vous empêchent de croire à la stabilité de votre première relation? Belle route à vous. Chaudron de la Barque qui dit, peut-être devriez-vous déplacer votre questionnement en vous demandant ce que vous attendez d'une relation de couple. Ensuite, vous êtes resté dans une relation qui ne vous épanouit pas, et à présent, vous souhaitez vous engager dans une autre relation sans être totalement désengagé. Posez-vous, prenez un peu de recul, interrogez-vous sur vos attentes et sur le pourquoi de votre insatisfaction. Tinou dit, la jalousie est un poison pour le couple, la vie de couple n'est pas une prison, sinon c'est la faillite, c'est mon point de vue. Et puis Gabriel qui dit, votre ressentiment est très audible, vous semblez chercher à tout maîtriser, pouvez-vous vous laisser porter en prenant des risques? C'est ça, la découverte de l'autre. Et oui. Quand on aimer, c'est aussi accepter de rencontrer un autre, de partir à la découverte de l'autre, et donc de ne pas chercher à tout prix à le cerner. Elle a raison, Gabrielle. Bonne chance à vous, Marilyn. Eh ben, merci beaucoup. Bonne Au revoir. soirée. Au Au revoir. revoir. Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Brigitte, oh là là, un message du subversif qui dit, parfois le jaloux craint de l'autre ce que lui-même ne s'autorise pas, alors que Marilyn s'autorise peut-être à vivre cette aventure avec Victor, qui sait, le temps de travailler sur cette problématique. Peut-être, pourquoi pas. Bonsoir Catherine. Ah, bonsoir Caroline. Bonsoir. Écoutez, je suis heureuse d'être avec vous parce que je suis une fidèle de l'émission et je ne suis jamais intervenue pour le moment. Voilà, bon, la fidélité, on va partir là-dessus. Je pense que c'est un trait de ma personnalité qui est très fort. C'est-à-dire que je suis depuis 30 ans avec la même personne, j'ai plus de 50 ans. Oui. Je suis très jeune de caractère et j'ai aussi un métier que j'exerce depuis un très grand nombre d'années. Il se passe qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être brisée, tant professionnellement, puisque je ne peux plus exercer mon métier,
Et dans ma vie privée également, puisque il n'y a plus aucune communication entre mon époux et moi-même. Alors je sens bien que c'est un moment charnière où il faut bouger. Cela dit, je n'ai pas eu de modèle familial, je pense, qui m'a permis d'être tout à fait sereine dans mes relations, qu'elles soient professionnelles ou privées. Et j'aimerais savoir comment on peut reconstruire quelque chose qu'on a en rêve, qu'on perçoit, mais qu'on n'a pas eu pratiquement face à soi. Oui, vous voulez dire en ne vous appuyant pas sur un modèle. Exactement, je n'ai rien de concret. En fait, je vis assez dans l'intellect et j'ai énormément de projets que je ne concrétise pas. Parce que d'une part, on m'a transmis des peurs, ça j'en ai vraiment conscience. J'ai eu une vie aussi extrêmement difficile, mais là j'arrive à surmonter toutes les étapes. Je pense que tout un chacun a vraiment des on va dire des aventures, mais des brisures, enfin des choses qui sont difficiles. Je pense que ça, chacun arrive à surmonter. Malheureusement, la vie est comme ça. Donc là, je suis bien au point là-dessus. La seule chose, c'est que pour me relancer et vivre quelque chose de vraiment serein, je m'aperçois que j'ai toujours été dans la violence, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel. Donc redémarrer un travail me fait peur, et redémarrer éventuellement une vie, reconstruire une vie privée me fait peur également. C'est-à-dire que là, ça fait beaucoup d'un coup. Ça fait ces deux étapes. C'est-à-dire que ce travail vous apportait une respiration. C'est juste. Un endroit où vous pouviez être considéré, être valorisé, reconnu. Bon. Et là, vous vous retrouvez le souffle court. Étouffant dans ce couple. Donc ça serait important que de pouvoir retrouver une activité professionnelle pour déjà vous sentir, pour déjà avoir une autonomie, bien évidemment financière, mais au-delà de ça, vous n'avez pas perdu, vous savez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, toute la valeur, vos compétences professionnelles, quand vous étiez, ce que vous avez fait, vous avez été reconnu professionnellement, ce n'est pas perdu ça, hein? Non, c'est très juste. Même si ça s'est arrêté. Vous voyez, c'est quand même la différence par rapport à des jeunes qui n'ont pas encore cette expérience professionnelle. Dites à 50 ans, vous savez ce que vous valez sur ce plan-là. Oui, vous avez raison. On peut parler d'une activité, sachant très bien qu'un CDI est totalement hors de question. Enfin, parce que je sais qu'actuellement, le problème, c'est que les entreprises, elles vont projeter sur quelqu'un. Donc, elles vont pas prendre quelqu'un qui a plus de 50 ans pour lui envisager un avenir. Donc effectivement, on peut considérer une activité qui soit différente de cette forme de contrat. Oui, ça, je peux l'envisager. Bon. Et ça, ce serait important pour vous, déjà, pour retrouver un lieu déjà socialement, pour retrouver cette respiration un peu à tout point de vue, un peu un départ sur ce plan-là, parce qu'il faut y aller par palier, j'ai envie de dire. Sachant que j'ai eu quand même beaucoup de mésaventures dans le travail, parce que j'ai pas des relations qui sont faciles. J'ai une vie intellectuelle puissante, j'ai des capacités, mais j'ai un relationnel qui est extrêmement mauvais. Pour quelle raison ? Parce que je travaille seule. Je travaille seule. Et j'ai tendance à imposer mes idées, qui sont justes malheureusement. Mais ce qui fait que c'est conflictuel en société, on ne travaille pas comme ça. Oui, ça peut se comprendre aussi que du coup, ça crée des tensions avec les autres.
Et pourquoi? Alors, en même temps, vous me parlez c'est-à-dire que vous dites que vous avez grandi dans un environnement familial assez violent, et vous dites qu'au fond, vous, dans votre travail, vous êtes dans un peu une forme d'affirmation de vous-même, et peut-être dans une affirmation qui peut être perçue comme sur un mode assez autoritaire. Exactement. Mais en fait, je viens de comprendre en vous parlant que c'est souvent comme ça que les choses se passent avec ma personnalité. C'est qu'en parlant, je comprends beaucoup de choses. Je viens de comprendre que la respiration qu'on ne m'avait pas donnée, je ne la donne pas aux autres. Et bon, déjà, avec ça, je pense que je pourrais réussir à faire quelque chose en écoutant plus et en sachant que chacun détient une part de vérité. Vous avez peut-être peur qu'on ne vous entende pas, qu'on ne vous écoute pas. Donc vous n'avez tellement pas été entendu dans votre histoire, dans votre enfance, parce que voyez, vous avez tout de suite ajouté je travaille seule, j'ai des idées, et vous avez tout de suite ajouté elles sont justes. Et bon, oui, mais ça ne veut pas dire que celles des autres eux aussi peuvent avoir, vous venez de le dire, leur part de vérité. Oui, non, mais il y a une histoire de temps là aussi, c'est que quand on prend une décision seule et on fait abstraction de ce qui nous entoure, on va plus vite. Et il y a vraiment eu une notion d'être pressé toujours dans... Ça, c'est quelque chose qui est vraiment inhérent à mon éducation, lié au temps, lié... Pressons, on va remonter très très loin, mais... Je crois qu'on est vraiment dans cette dynamique-là où il fallait à tout prix aller vite. Et c'est vrai que quand on travaille à plusieurs, quand on fait des réunions, quand on s'écoute les uns les autres, il y a un moment où il y a un investissement pour l'avenir, mais un moment où on va plus lentement. Donc je crois que là, il y a quelque chose effectivement à bien observer. Vous êtes très fine, Caroline. Par rapport à votre couple, vous dites que là aussi, vous arrivez à un stade où il n'y a plus d'échange. Aucun, pas un seul mot. Comment en êtes-vous arrivé là? J'ai un mari qui cherche à tout contrôler et qui contrôle tout. Donc, c'est pas de mon fait. Moi, j'aimerais qu'il y ait un échange. Voilà, il m'a mis à une place de subalterne. Oui, donc au sein de votre couple, vous avez revécu un peu ce que vous viviez au sein de votre famille. Oui, sachant que la forme était différente quand même si le fond était identique. Oui, c'est juste. Parce qu'en fait, je donne beaucoup et je reçois très peu. Et surtout, je ne cherche pas à reproduire cela. Et vous me parliez de rêves que vous avez et d'une peur, d'une difficulté. Vous dites comment les réaliser. Quels sont vos rêves? Ce sont des idéaux en fait. Oui. Oui, c'est vraiment des choses... C'est pas vraiment la réalité des choses. Oui, alors c'est compliqué les idéaux parce que c'est parfois peut-être que vous mettez la barre très haut. Oui, je suis très idéaliste, oui. Oui. Peut-être un peu la difficulté, c'est peut-être pour cette raison que vous n'arrivez pas parfois à concrétiser les choses, parce que vous avez une très forte exigence vis-à-vis de vous-même, avant tout. Oui, c'est vrai.
Mais peut-être qu'il faudrait déjà apprendre à être un peu moins exigeante. Ça, c'est extrêmement difficile. Oui, Oui. mais... J'ai essayé et c'est très difficile. En fait, effectivement, je me dis toujours que less, comme on dit en anglais, less is more. C'est-à-dire que moins est plus. J'essaye d'en faire, voilà. J'essaye vraiment de limiter les choses et de me dire que l'important, c'est de faire les choses, simplement, mais de faire les choses. Je suis obligée de me dire ça, car je suis effectivement je suis vraiment je tends vraiment vers quelque chose de très pur que ce soit au niveau privé, au niveau professionnel. Je tends vraiment à un idéal. Oui, mais vous savez, la pureté peut parfois conduire au pire. Hein. Je sais bien. Je sais bien. C'est pas vous qui êtes justement dans le monde des idées et tout. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Non, mais souvent quand on a une estime de soi parfois un peu faible, on peut avoir justement un idéal de soi assez fort, assez élevé, et du coup ne rien se passer, être très très tyrannique vis-à-vis de soi-même, et ne jamais là où d'autres diraient seraient contents de ce qu'ils réussissent, de ce qu'ils obtiennent. C'est jamais assez dans ces cas-là. Il faut toujours ok, ça va, mais n'être jamais satisfait. Et à un moment, il faut pouvoir savourer un petit peu. Alors, par rapport à ce que vous êtes un moment, un tournant de votre vie, et c'est vrai que 50 ans, c'est un bel âge pour ça. Hein. C'est un très très bel âge. C'est un bel âge, oui. Parce que c'est un âge où justement, je trouve, on peut être plus tendre et plus indulgent vis-à-vis de soi-même. Exactement, oui, je tiens justement à témoigner là-dessus. 40 ans est un âge extrêmement difficile. Pour une femme, oui. C'est extrêmement difficile parce qu'on est à peut-être pour les hommes aussi, je ne sais pas, mais oui. On est à tous les tournants. Oui, Tournants. Professionnellement, couple et autres, c'est compliqué. Avec les enfants. Les 50 ans, c'est beaucoup plus serein. Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, il paraît. Ah non, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça que je me sens un nouvel élan qui est proche de l'adolescence, en fait, mais un très bel élan. C'est-à-dire, on peut gommer vraiment une tranche de sa vie qui a été une expérience et qui nous a apporté, effectivement, toute la personnalité que l'on souhaitait avoir. C'est un très bel âge. Parce que, si vous voulez, il y a un côté généralement plus apaisé, où on sait un peu davantage qui l'on est quand même, généralement, en principe. Hein, après, il faut se garder des généralités, mais on a un peu fait ses preuves, généralement, comme vous dites, que ce soit sur le plan professionnel, dans sa vie personnelle. Et on peut être un peu moins, on est moins dépendant, en principe, du regard des autres. Un peu plus... Et donc... et il reste encore de très belles années à vivre. Je veux dire, y compris sur le plan de sa féminité. Donc, quand vous disiez que dans votre couple, visiblement, vous semblez dire que rien ne bougera parce que votre mari, c'est semble-t-il lié à sa personnalité. Oui. Ça veut dire que vous envisageriez éventuellement une séparation ? Oui, parce que j'ai pas envie de terminer comme ça. J'ai de l'énergie, j'ai de la gaieté, j'ai des choses. J'ai envie vraiment de vivre. C'est pas le mot, mais j'ai envie d'accomplir ma personnalité qui est différente, qui n'est pas résignée. C'est peut-être le moment de le faire. En commençant par le travail. Donc. Je pense que ça vous donnerait une force, quand même. Oui, j'en ai besoin. Oui, je pense, d'avoir au moins, si vous voulez, certaines attaches.
D'avoir un endroit où vous vous sentiez, d'avoir un peu un lien social, où vous êtes reconnu, valorisé. Oui, je pense que c'est important de mettre votre énergie dans cette recherche-là. Oui, et puis c'est vrai que le travail, en dehors de la rémunération, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on est obligé de s'interroger sur soi, de se positionner, d'être à l'écoute, d'observer, d'avoir un rôle social parce qu'on est dans l'échange permanent. Oui, et puis vous savez, on apprend beaucoup aussi en allant au contact des autres. Donc justement, osez aussi cela, Catherine. N'ayez pas peur enfin, je pense que de l'échange, quoi. Vous pouvez être entendu sans forcément être. J'entends à quel point ça a dû être important pour vous et que vous n'avez pas pu être entendu et pouvoir vous affirmer. Mais on sent qu'il y a une personnalité chez vous, suffisamment forte pour que vous soyez entendu sans être péremptoire. Donc, vous pouvez faire preuve de beaucoup de souplesse et d'écoute. On l'entend là dans l'échange que l'on a ensemble. Donc vous y gagneriez beaucoup dans votre relation aux autres. Très bien, je vais réfléchir à tout ça. Et c'est parce que quand vous parliez aussi de la cinquantaine, c'est aussi l'âge où un peu du lâcher prise. C'est tout à fait ça. Donc là aussi, vous pouvez commencer un peu à lâcher prise. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, on n'est pas battant comme. Non. On n'est pas battant. Non. Un petit message pour vous de Chaudron de la Barre qui dit vous semblez avoir toutes les réponses liées à votre problématique sur le bout de la langue. Il vous suffit d'un tout petit coup de pouce pour les laisser éclore. Par conséquent, vous devriez prendre le temps d'aller exprimer tout ceci et vous résoudrez beaucoup de choses en peu de temps. Je n'en doute pas. Belle nuit à vous. Et puis Stéphane qui dit pourquoi presser ? On n'est pas forcément obligé de reproduire son éducation. Lorsqu'on a conscience de ses difficultés, c'est déjà un bon début pour les travailler. Et c'est vrai que je trouve que, étant donné votre finesse d'analyse, je pense que vraiment un travail, quelques séances avec un thérapeute vous aiderait beaucoup, vous ferait progresser très rapidement. Écoutez, je crois que vous êtes le meilleur thérapeute. Ah non, ça n'a rien à voir. Moi j'en ai eu un, il faisait qu'écouter et... Ah oui, mais c'est différent parce que moi, je ne suis pas là que pour écouter, puisque j'anime une émission. Oui. si je ne faisais qu'écouter, il y aurait des blancs et après quand il y a trop de blancs, ça déclenche un disque. On a eu ça vendredi dernier. Je plaisante, mais non, dans cette émission, oui, je suis bien sûr, je suis psychologue certes, mais je suis animatrice de radio, donc j'anime, donc je parle aussi beaucoup. Certains me le reprochent d'ailleurs, mais je suis désolée, je suis là aussi pour animer. Donc un thérapeute, il écoute plus qu'il ne parle. C'est son métier. Et quand j'avais un cabinet, je vous assure que je n'étais pas dans le même exercice et que j'écoutais plus que je ne parlais. C'est simple, j'en ai eu un, il ne parlait pas du tout. Ah, bon, alors entre se la jouer mutique et puis quand même de temps en temps dire quelques mots, on peut trouver un juste milieu. Alors effectivement, ça peut faire son travail quelques années après, on se souvient, on se dit tiens, oui, effectivement, mais sur le moment, c'est très dur. Quelques messages qui arrivent pour vous. Prune qui dit n'hésitez pas à le quitter afin de vous sentir libre. Mathieu qui dit dans votre travail, semble-t-il, vous voulez tout gérer parce que ça a dû vous valoriser, ce qui n'est pas le cas dans votre couple. Et Petite Hirondelle qui dit il faut se mêler aux autres pour partager. Bon, voilà. Ça c'est drôle. Belle vie à vous et puis vous pourrez nous rappeler, oui. Catherine, pour nous tenir au courant de votre évolution. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes.
It Crazy. Des messages qui arrivent pour Catherine. Nadette qui dit: demandez-vous, Catherine, pour quelle raison vous en attendez tant de vous-même, des autres? Ne soyez pas si dur et allez chercher en vous ce qui constitue des petits plaisirs et vous verrez qu'autant dans votre vie privée que dans votre travail, vous saurez mieux composer avec vous-même et avec les autres tout en tirant de nombreuses satisfactions. Et puis, il y a Cathy qui m'envoie un SMS en disant: cessez les généralités sur la cinquantaine, c'est déprimant. Bah écoutez, non, on a dit plutôt des choses positives sur la cinquantaine, ma chère Cathy. Moi, je suis désolée, je trouve au contraire, dans cette société qui est à tout prix qui, dans le jeunisme en permanence, je trouve que ça peut être un très bel âge et que il y a chaque âge a son charme et que il y a une séduction. Et je pense pour les femmes, justement, peut-être moins agressive parce que quand on est plus jeune, c'est beaucoup basé sur l'apparence parce qu'on ne sait pas encore qui on est, on n'a pas fait ses preuves. Alors que à cet âge-là, je le redis, on sait plus qui on est dans une séduction plus apaisée, plus rassurante. Donc non, je vois pas ce qu'il y a de déprimant dans ce qui a été dit. Allez, on va accueillir maintenant Stéphanie. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Je crois qu'on n'a pas trop le temps avant. On débute juste avant les infos. Hein, oui, ça oui. Alors, je vous appelle ce soir parce que il faut que je parle à quelqu'un. Parce que oui. Quand ça arrive. Mais ça tombe bien, je suis là. Hein. Quand ça arrive, j'ai jamais personne, donc je suis assez seule. Donc voilà, mon fils est rentré des vacances de chez son papa et bien entendu séparation depuis plus de 4 ans. Et alors déjà c'est toujours des moments difficiles parce que lui il pleure après parce que déjà il voit très très peu son papa, hein, il le voit en fait à Noël, à Pâques et pendant les grandes vacances, donc déjà c'est pas beaucoup. Parce que vous êtes éloigné géographiquement. Mais il a suivi en fait quand il est parti, il est pas parti pour une femme, c'est-à-dire que en fait ça n'allait vraiment plus, enfin il y a pour beaucoup de raisons ça n'allait vraiment plus depuis longtemps. Et puis je supportais de moins en moins, puis en fait une femme est passée par là il y a 4 ans. Et puis il ne l'a pas aimé, hein. C'était vraiment une opportunité de partir et de poser ses valises ailleurs, puisque c'est un peu le style de monsieur. Et même quand je l'ai connu, c'était un peu ça en fait. Hein. Donc en fait, il a pris ses valises et en moins d'une journée, il était parti parce que je lui montrais que c'était vraiment plus possible financièrement. On était vraiment en train de s'enfoncer. Et puis donc elle est passée par là, elle lui a dit t'as qu'à venir et puis il est parti. Donc moi, quand j'ai eu des discussions après avec lui, il m'a bien confirmé qu'il l'aimait pas, que c'était vraiment l'opportunité. C'est l'occasion qui a fait le larron en fait. Hein. Et donc maintenant, quand parce que maintenant je suis plus en contact. Donc mon fils, quand il rentre déjà, c'est pendant 2 jours, c'est je veux voir papa. Donc il répète en boucle je veux voir papa, je veux voir papa. Ce que je comprends, puisqu'en fait le problème c'est que moi déjà je suis une enfant divorcée avec un divorce qui a été extrêmement douloureux. On est 4 enfants et ils nous ont tout fait subir, tout. Les flics tous les 15 jours, j'ai subi une expulsion par huissier, je m'occupais des affaires de ma mère, j'ai une sœur bipolaire, c'est donc tentative de suicide qu'on a géré à l'époque avec ma grande sœur puisque mes parents sont démissionnaires. Mon père à l'époque quand il s'est séparé de ma mère, en fait il avait mis sa maîtresse et les enfants dans la maison. Enfin, j'en passais des meilleurs. Donc déjà en fait quand mon fils revient comme ça et que il pleure, je le vis, je revis en fait ce que moi je vivais. Oui. Alors moi à un moment donné je voyais plus mon père, mais l'absence déjà. L'abandon, l'absence, ce que ça peut au niveau du corps, ça peut entraîner. Donc je comprends tout à fait ce qu'il ressent. À la fois, j'essaie de plus en plus de me mettre, d'essayer de m'écarter de ça pour pas rentrer dans son jeu parce que je sais que sinon on n'en sort plus. Mais je sais ce qu'il ressent. Et puis ce qui s'est passé ce soir, c'est que régulièrement il revient avec des CD de photos. Oui. Et en fait, en général, son père, qui est très ordinateur, prépare des CD. En général, jusqu'à maintenant, c'était que des paysages et le visage de mon fils.
Et ce soir, j'ai eu la bonne surprise d'avoir la photo de madame avec une amie, reflétant de la joie de vivre, l'éclate, en sachant aussi que monsieur, depuis un an, ne paye pas la pension, que j'ai entamé une procédure, que nous avons un jugement, qu'il n'applique pas, et que là, pendant le mois d'août, j'ai dû aller au mois de juillet, aller chez l'huissier, et que l'huissier, ça fait 2 mois qu'il n'a pas de réponse de l'employeur pour une saisie sur salaire. Donc là, au mois d'août, j'ai dû faire une procédure pour un nom de famille. Donc apparemment, il n'a toujours pas réagi, l'employeur n'a pas réagi. Et c'est un monsieur qui a tendance à manipuler énormément tout son entourage et qui apparemment a réussi à convaincre son employeur avec qui il est très bien, parce qu'en fait, c'est un monsieur qui, curieusement, se passe très très bien au niveau professionnel. Mais c'est un manipulateur, c'est un menteur. J'ai vécu 16 ans avec lui, mais en fait, quand je dis j'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai accepté de lui beaucoup de choses que je n'aurais jamais dû. Ça, je l'ai compris en entamant un petit peu une psychothérapie. Et là où moi j'ai du mal encore au bout de plus de 4 ans, il arrive à passer à travers les gouttes de tout. Il y a 1 an, il a pris une maison alors qu'il ne paye pas la pension. Il a un boulot, il a gardé son boulot. Quand il est parti d'ici, il a réussi à retrouver dans son job facilement. Elle, quand il l'a connue, elle n'avait pas de job, elle a fait une formation, elle fait le même boulot que lui. Elle a 3 enfants mais qui sont grands, donc il y a un fils qui est resté dans l'autre région chez son papa. Elle a 2 grandes filles qui sont autonomes, qui ont 17-18 ans, quelque chose comme ça. Et puis tout va bien. Il arrive on a un crédit en commun qu'il paye, qu'il réussit pour l'instant à payer. Mais il a refait des crédits à la consommation, on s'en est aperçu avec l'avocat. Et puis à côté de ça, moi je galère. Ça fait 2 ans et demi que je cherche du travail et que j'ai beaucoup de mal à retrouver dans ma spécialité. Et j'ai pas d'argent, je galère, j'ai un petit appartement et j'essaie de maintenir un niveau de vie à mon fils, mais c'est extrêmement dur. Oui, donc ça serait important qu'il paie sa pension alimentaire. Déjà, là, il va falloir voir avec votre avocat pour régler déjà cette situation. Vous ne vous retrouviez pas dans cette situation. Bon, on va poursuivre la discussion. Ne raccrochez pas, ce sera après le journal de minuit. À tout de suite, Stéphanie. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez y parler de vous en toute liberté et sans tabou en appelant le 39 21. Vous pouvez réagir à tout moment à ce même numéro, aux différentes histoires que vous entendez. Et vous pouvez également le faire par courriel sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Alors nous allons retrouver Stéphanie qui était avec nous déjà avant le journal de minuit. Stéphanie, ce soir vous aviez besoin de parler puisque vous venez de retrouver votre petit garçon de 4 ans qui était en vacances. 9 ans. 9 ans. Oui, 9 ans. 9 ans, oui. Vous êtes séparés de son papa depuis plus de 4 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a 9 ans. Et donc le retour, comme à chaque fois, est un peu compliqué parce qu'il pleure, il dit qu'il veut voir son papa. Et vous, à chaque fois, ça vous remue beaucoup, ça vous attriste parce que ça vous renvoie à votre histoire personnelle puisque vos parents ont également
maintenant divorcé. Et comme vous dites, ils vous ont tout fait subir, les gendarmes à la maison, l'huissier de justice. Enfin, ça a été un divorce extrêmement pénible. Et donc, il est revenu avec un CD de vacances où les années précédentes, c'était juste lui en photo avec des paysages de vacances. Et là, il y avait la compagne de votre ex-mari. Et vous en avez pris un peu plein la figure de voir ces images de bonheur. Bon, c'est pas facile à vivre. Vous nous disiez également que votre ex-mari ne paie pas la pension alimentaire depuis un mois. Depuis un an, pardon. Depuis un an, oui, non, j'avais bien noté. Depuis un an, parce que, il a un peu un train de vie au-dessus de ses moyens. Alors que vous galérez dans votre vie puisque vous recherchez du travail et tout ça est un peu compliqué à vivre. Alors déjà, je vous disais avant le journal que cette pension alimentaire, il est important, ça revient, c'est parce que c'est bien beau de prendre son fils pendant les vacances scolaires, c'est bien gentil, mais il a à s'en occuper aussi financièrement, c'est-à-dire à participer à son éducation, c'est-à-dire son fils compte pour lui affectivement. Donc ça veut dire aussi que matériellement, il doit participer à son éducation et donc ça ne doit pas vous incomber exclusivement. Mais c'est ce qui est, en fait, si vous voulez, depuis que mon fils, nous avons eu cet enfant, il ne s'en est jamais occupé. Quand vous dites affectivement, non. C'est-à-dire que, en fait, là, depuis qu'on est séparés, maintenant, il prend du temps. Il est bien obligé de prendre des congés pour le prendre et être un peu... mais l'année dernière et les années d'avant, il s'en occupait pas. On s'est retrouvés en psychothérapie pour mon fils parce que mon fils a entendu des paroles de la compagne extrêmement désagréables, donc il a fallu rapporter au juge. Et curieusement, là, cette année, elle est extrêmement gentille puisque ça a été... En fait, le jugement a eu lieu au mois de mars parce que j'ai attaqué l'année dernière la procédure quand mon fils est rentré de vacances en me disant papa redéménage, il prend une grande maison. Je savais que déjà il avait du mal à payer la pension, qu'il fallait que je lui cours tout le temps après, par SMS, etc. Il me disait t'as raison de me le rappeler parce que je me rappelle pas de la payer. Donc quand mon fils est rentré l'année dernière de congé, je me suis dit ça y est, on recommence, parce qu'en fait si vous voulez pendant 16 ans, et j'ai toujours vécu ça avec lui. Il m'a fait faire des crédits, alors vous pouvez dire, tout le monde peut me dire ah oui t'es une idiote, t'as suivi. Oui, j'ai suivi. Maintenant, je sais pourquoi. Parce que le psychothérapeute m'expliquait l'autre jour que quand j'ai connu cet homme-là, j'étais au départ comme toute relation, et que quand j'ai vu qu'il y avait des choses qui commençaient, oui, c'est un manipulateur, j'ai pas pu reconnaître en fait que c'était un manipulateur parce que n'ayant connu que ce schéma-là dans ma vie familiale, puisque ma mère, c'est ça. En fait, ma mère a détruit tous ses enfants. On n'est pas aimable, on est des salauds, on est des cons, on vaut rien, etc. Elle-même n'a rien fait de sa vie. Quand elle s'est séparée de mon père, ça a été une catastrophe. Elle n'a jamais refait sa vie, elle travaillait pas. Et elle a détruit tous ses enfants. Et mon psychothérapeute m'expliquait que, effectivement, n'ayant connu que ce schéma-là, je n'ai pas pu réagir en rencontrant même le même schéma mental. De ma mère, j'ai pas pu réagir à cet homme-là. Donc je me suis laissée berner pendant 16 ans. Et c'est quand j'ai commencé réellement, après la naissance de mon fils, et puis au fil des années qui passaient, que je voyais que rien changeait et qu'on c'était de plus en plus dur, on s'enfonçait, on travaillait tous les deux, on avait des salaires relativement corrects, mais on était à la CAF tous les mois, on refaisait tous les ans crédit sur crédit, j'ai payé des dettes à lui quand je l'ai connu, et quand j'ai vu qu'on s'était de pire en pire, il m'a fait revenir d'une autre région où on était parti pour soi-disant un projet professionnel qui s'est cassé la figure, et après ça, au bout de 2 ans, il s'est barré. Enfin, voilà, quoi. Et c'est un homme, alors même l'avocat qui l'a rencontré, qui ne le connaissait pas, je ne lui avais même pas parlé de sa façon d'être, même mon avocat, parce que moi, je me suis fait représenter par un avocat puisque j'ai eu l'aide judiciaire, lui n'a pas pu
payer d'avocat parce qu'il n'a pas les moyens de payer un avocat. Donc il est allé devant le juge sans avocat. Oui. Et l'avocat le soir m'a rendu compte de l'entretien et qui m'a tout de suite dit monsieur est un beau parleur. Mais j'ai dit oui. Oui, mais alors là maintenant il est important que l'avocat fasse entendre vos droits, les droits de votre fils et que cette pension alimentaire soit versée, même s'il y a retenue sur salaire. Oui, mais là, il y a retenue sur salaire. Bon, voilà. Non, mais il n'y a pas. Justement, c'est que l'employeur n'a pas. Déjà, l'employeur ne répond pas aux injonctions de l'huissier. Oui, mais il devra. Oui, mais alors justement, c'est ce qui est incroyable. Ça va se faire. Hein. Il n'aura pas le choix. C'est quand même. Il n'aura pas le choix à un moment. Hein. Il peut y avoir un prélèvement à la source directement. Ça se fera hein, au niveau de la justice. Maintenant, ce que je veux vous dire quand même, c'est que au-delà de ça, bon, vous me parlez, vous avez évoqué votre psychothérapeute. Donc ça veut dire que vous êtes vous travaillez aussi un peu sur votre histoire, sur cette séparation. Oui. Bon, c'est important parce que vous l'avez dit vous-même, ça remue à travers ce que vous vivez là, vous revivez des choses de votre histoire à vous d'enfant. Et ça vous bouleverse d'autant plus. Or, il est important pour votre fils que vous ne projetiez pas trop votre propre histoire sur lui. Parce que la réaction qu'a votre fils au retour de vacances, d'être un peu triste de la séparation, est une réaction assez classique et assez normale. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, évidemment. Il a passé, je ne sais pas combien de temps il est resté un mois avec son père. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'il n'est pas heureux de vous retrouver, Stéphanie. Mais oui, ses parents sont séparés. Donc, eh bien, quand il retrouve l'un, il se sépare de l'autre. Donc, la séparation est toujours difficile à gérer. Il va retrouver ses marques. Et puis, c'était le temps des vacances. Là, bon, il sait que il réintègre un quotidien, que la rentrée, ça va être la rentrée des classes. Et bon, il faut lui laisser ce petit temps d'adaptation. Vous, évidemment, ça réveille aussi toutes vos angoisses d'enfant. Et alors, en plus, avec ces choses non réglées autour de, c'est pas comme si le divorce entre guillemets, la séparation se passait bien. Autant qu'elle puisse bien se passer, que c'est-à-dire il était clean, qui versait la pension alimentaire. Or, vous êtes dans quelque chose de procédurier. Donc, ça ravive d'autant plus la situation que vous avez vécue enfant. Pour autant, vous avez bien conscience qu'il ne faut pas tomber dans quelque chose d'hyper procédurier pour ne pas blesser votre enfant comme l'ont fait vos parents avec vous. Et pour autant, il est important de défendre vos droits et ceux de votre enfant. Ça, j'en ai conscience, mais en fait, le souci que j'ai principal, c'est que je n'arrive pas à me séparer de cette jalousie. Mais oui, mais c'est ça le problème. Et puis, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'une personne, malgré le mal qu'il fait, la façon dont il manipule les gens, pour lui, il m'a toujours dit, avoir des amis, il faut toujours avoir des amis, ça peut toujours servir. Donc, il maintient des relations avec des gens parce que ça peut servir au moment des vacances. Moi, je l'ai vu avoir des relations avec des gens, puis les jeter du jour au lendemain. Stéphanie, justement, le problème, c'est que tant que vous ne serez pas libérée de cette jalousie, vous ne serez pas apaisée. Mais pourquoi lui, il réussit et pas moi ? C'est ça, quoi. Moi, je me bats et j'ai de l'énergie pour me battre. Non, mais vous battez contre qui, là ? Vous battez contre vous-même. Vous battez pas dans la bonne direction. Oui, mais c'est pas vous battre. Il faut vous apaiser. C'est pas vous battre. Mais oui, mais on entend votre colère. Mais à la limite, justement, c'est important que vous l'exprimiez, votre colère. Mais vous êtes dans un lien, encore qui est un lien de colère, d'amertume. Et quand il m'a jamais expliqué, comme mes parents ont un silence, et lui, il a... Mais Stéphanie, vous dites que cet homme, vous le dites, c'est un manipulateur. Bon... mais alors pourquoi ça marche avec une autre ?
Mais ça marche avec une autre parce que il manipule. Vous savez, pour manipuler, il faut avoir une certaine forme d'intelligence. Donc oui, cette femme pour le moment, elle voit comme vous avez vu les bons côtés de cet homme jusqu'à ce qu'elle déchante. Ça fait les gens au départ, Stéphanie, les gens au départ ne voient que les bons aspects, comme vous avez vu les bons aspects. Donc ça marche pour lui. Je nuancerai jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce que. Mais attendez, laissez-moi terminer. Jusqu'à ce que les personnes de son entourage découvrent qui il est réellement. Donc, et après, certainement, ça doit provoquer de la colère. Oui. Donc, quand vous dites « ça ne marche pas pour moi », actuellement, ça ne peut pas marcher pour vous puisque vous restez fixé sur lui. Tant que vous resterez fixé sur lui, ça ne pourra pas aller pour vous, tant que vous n'allez pas vous apaiser. Comment je peux faire quand aujourd'hui je me bats avec des problèmes financiers, avec des problèmes de boulot, j'ai pas le permis, donc je me bats tous les jours. Là, je viens de travailler 3 semaines, c'est la première fois en 2 ans et demi que je travaille. J'ai réussi à travailler 3 semaines et demie, ça s'est super bien passé, super ambiance et tout. Et c'est des filles, on a un petit peu discuté, et quand je leur ai expliqué que je me battais au niveau transport, elles m'ont dit mais chapeau quoi. Et j'en ai pleuré devant ma collègue parce que j'arrivais même pas, elle me dit t'arrives pas à accepter les compliments. J'ai dit non, je peux pas, parce que ce que je fais, j'ai toujours fait depuis l'âge de 10 ans. Je me bats pour ma survie, pour ma propre survie. Et aujourd'hui, je me bats pour apporter tout un confort à mon fils pour pas qu'il... Et parallèlement, je lui pose des questions parce que j'ai du mal à me taire et puis de lui demander ce qui se passe là-bas. Et je sais que c'est mal et que je lui fais du mal. Oui, ça, vous évitez, par exemple. Oui, je sais. Mais là, les photos, c'est pareil. Les photos, vous le laissez regarder les photos. Non, mais les photos, ce soir, il s'est mis à pleurer, j'ai laissé, je les ai regardées toute seule. Mais qu'est-ce qui fait que son père, là, sachant qu'il est quand même, il a une injonction de l'huissier, il répond toujours pas. Bon, alors, écoutez, Stéphanie, vous allez maintenant laisser votre avocat s'en occuper. À un moment, il va finir par répondre, parce qu'une injonction d'huissier, il répond pas, à un moment, on viendra faire une saisie. Voilà, parce que on rigole pas trop avec ça. Maintenant, vous allez continuer à mettre votre énergie dans cette recherche d'emploi. Passez votre permis parce que ça peut être. Oui, mais j'entends bien ça. Passez votre permis parce que ça peut être très utile pour chercher un emploi. Travailler avec votre thérapeute où là, vous allez pouvoir exprimer votre colère, votre chagrin. Parce qu'il faut aussi accepter ça, après tout, pleurer comme vous le faites, parce que bon... C'est important de pouvoir le faire. Vous avez le droit aussi de dire que voilà, il y a des moments dans la vie où on peut mettre un peu un genou à terre, où on n'est pas bien, ou peut-être que vous voulez trop vous battre aussi sur tous les plans. Et bon, je sais, donc mais... oui, non, mais il faut aussi accepter à un moment qu'il y a des moments où on est dans la peine, dans le chagrin, où on est en colère. Donc c'est bien que vous puissiez quand vous avez dans les séances avec le psychothérapeute de pouvoir déverser tout ça. Et qu'à un moment, vous allez voir, vous allez finir par vous apaiser et par vous détacher de cet homme. C'est-à-dire que bon, oui, il a sa vie et vous allez voir que vous allez moins fantasmer sur le fait que pour lui, tout lui réussit et que sa vie, elle est formidable. Parce que sa vie, elle est certainement pas aussi formidable que vous le supposez et que vous allez vous construire votre vie, Stéphanie. Je peux juste vous raconter une anecdote. Oui, et ça sera la dernière. Et ce sera la dernière, mais il y a 1 an et demi, comme il téléphone au volant, etc., il a perdu tous ses points. Et il a un travail où il a besoin de son permis. Il a réussi. Normalement, quand il a perdu son permis, l'employeur il m'a dit, je suis sur la sellette. L'employeur a failli le mettre dehors parce qu'il a absolument besoin de ce permis pour travailler. Et l'employeur a dit, moi, je peux pas me permettre de te garder 6 mois. Comme ça, à rien faire, en attendant que tu récupères tes points. Ils ont réussi à dégoter dans sa région une réglementation qui fait qu'il a été accompagnateur pendant 6 mois et il a gardé son boulot. N'importe qui à qui ça arrive, qui perd son permis, il est dehors, il a réussi à garder son boulot et à être dans les petits papiers de l'employeur, et pendant 6 mois, l'employeur l'a employé à être juste accompagnateur et il a gardé son boulot.
Voilà le type de personnage. Bon, vous savez, Stéphanie, à un moment, vous allez un peu moins, vous allez arriver à un peu moins parler de cet homme, de sa vie, de ce qui lui arrive, et un peu plus de vous. Parce que là, depuis tout à l'heure, vous ne me parlez que de lui. Donc cet homme, vous n'étiez pas bien dans cette relation, cet homme vous faisait du mal, et malgré tout, vous n'êtes plus ensemble et il continue à être omniprésent. Alors, il y a quelque chose de votre histoire à vous qui résonne très fort, et c'est aussi là-dessus qu'il faut travailler et vous dire que votre vie à vous, elle s'arrête pas. Parce que cet homme n'est plus dans votre vie. C'est ce que dit d'ailleurs Brigitte, d'exprimer, comme je vous le disais en thérapie, toute votre colère, vous dire que vous avez droit à votre part de bonheur et qu'il faut vraiment vous projeter vers ça. Un autre message qui dit, pour le moment, vous avez les yeux rivés sur cet homme, mais il faut les poser sur le chemin droit devant, faire valoir vos droits, bien sûr. Prune, qui dit conservez votre énergie dans la recherche d'un emploi. Le subversif, qui dit cet homme... a une figure de père auquel aussi vous faites payer de vous avoir quitté. Et c'est vrai qu'il ajoute que ça rejoint un peu votre histoire en disant il arrive qu'on en veuille tellement à son parent parti lors du divorce de nous avoir quittés qu'on ne cesse pas de vouloir lui faire payer son départ, même si évidemment il ne faut pas rester prisonnière de vous-même, et qu'il est important de vous libérer en consultation. C'est ce que dit Alex aussi, que bon, pour le moment vous êtes trop dans cette histoire et qu'il y a aussi votre vie à vous qui va redémarrer. Mais quand vous allez être un peu plus apaisé? Pour le moment, on sent bien. Il faut traverser, Stéphanie. Ce soir, vous aviez besoin de parler. On a pu en parler ensemble. Vous allez pouvoir continuer ce travail plus en longueur, plus en profondeur avec votre thérapeute. Accepter que ces émotions, qui sont évidemment pas faciles à gérer, que sont la colère, la peine, mais surtout les laisser s'exprimer. Parce que plus vous allez vouloir mettre un chapeau dessus, vous voyez, plus ça va tempêter en vous et vous faire du mal. Donc, exprimez-les. Et c'est aussi comme ça que vous allez progressivement vous libérer de cet homme. Je me sens très, très seule. Mais oui, vous vous sentez seule. Mais il y a un moment que vous vous sentez seule, Stéphanie. Toujours été. Vous l'avez toujours été, voilà. Oui. Donc vous vous sentez seule depuis que vous êtes enfant. Donc il y a une carence très profonde en vous. Donc petit à petit, c'est aussi avec ce travail que vous faites sur vous-même, vous allez un peu vous renforcer intérieurement. Et donc, comme ça, j'ai envie de tout laisser. J'ai envie qu'il parte. Mais parce que vous êtes vous êtes dans la peine, dans le chagrin, mais ce sont des chagrins d'enfants qui remontent. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir vraiment les exprimer, travailler dessus, et puis vous allez voir petit à petit, eh bien ça va s'apaiser, ça va s'atténuer, et puis vous allez pouvoir retrouver une certaine sécurité. Allez, prenez soin de vous, Stéphanie. Au revoir. Merci. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Lenny Kravitz, Stand My Woman. Pour Sandrine qui me dit, le problème avec cette chanson, c'est qu'elle est excitante, difficile de se mettre en mode dodo après ça. Bonne nuit à tous. C'est bien pour ça, c'est pour vous tenir en éveil, ma chère Sandrine. Allez, des messages pour Stéphanie Nadège qui dit, je vous embrasse très tendrement. Pensez à vous et un peu moins à lui. Je sais ce que c'est. Courage à vous. Coco qui dit, la roue tourne un jour ou l'autre. Vous irez mieux.
mieux, vous verrez. Bonne route et je vous embrasse. Et puis Stéphane qui dit: j'ai eu une relation similaire avec un manipulateur. J'ai été bien le jour où j'ai arrêté de penser à lui et enfin j'ai pu penser à moi. Après je me suis rendu compte qu'il renouvelait tout le temps ce type de relation et qu'il disparaissait lorsqu'il était démasqué. Même si ça paraît très dur, il est important de couper court et de penser à vous. Sentinelle dans l'Essonne dit: ça marche avec l'autre femme comme ça a marché pour vous au tout début de votre relation, mais ça ne va peut-être pas forcément durer. Et puis le subversif dit: c'est dans cette ambivalence qui enchevêtre haine et amour et demande surtout de reconnaissance à l'égard de votre père qu'est le nœud qui vous étrangle. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir. Ça me fait bizarre de vous avoir au téléphone. Je vous écoute régulièrement, tous les soirs, quasiment. Mais je vous remercie. Oui. Alors, moi, je tenais à vous parler d'un sujet qui n'est pas évoqué couramment sur votre antenne. C'est un sujet un peu plus délicat. C'est le sujet de l'incarcération. Mm-hmm. Voilà, de la détention on l'a déjà abordé, mais c'est vrai que bon, forcément, oui, on a déjà eu soit des familles ou des personnes ayant été incarcérées qui parlaient de leur sortie. Voilà. D'accord, oui. D'accord, ok. Oui, voilà, moi j'ai passé de nombreuses années enfermé. Derrière les barreaux et je suis sorti en début d'année, au mois de février, et disons que on parle beaucoup de réinsertion, d'essayer de faire en sorte que les gens on les aide à faire en sorte qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils soient aidés, qu'ils soient soutenus et en fait moi je m'aperçois en fait que c'est pas du tout le cas. Ça c'est certain. C'est vrai que dans l'idéal républicain, le projet de la prison était double, punir évidemment ceux que l'on incarcérait, mais aussi les réinsérer. Et on est très loin de cet idéal, puisqu'on sait que la prison fabrique essentiellement des récidivistes. Et ça n'a rien d'étonnant, parce qu'elle a autant de difficultés. Il n'y a pas beaucoup d'humanisation dans les prisons. Et il y a des difficultés avec la loi, donc finalement les mêmes difficultés que les délinquants rencontrent. Alors que justement, ils devraient, dans le cadre de la prison, rencontrer de l'humanité et de la loi. Or, en fait, on sait que malheureusement, il y a beaucoup de caïds qui font la loi en prison et ça manque souvent d'humanité. Il y a beaucoup de promiscuité, il y a des problèmes de sexualité entre détenus, il y a des viols en prison, il y a bon. Oh oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les murs et qu'on dit pas, que les gens savent pas en fait. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est des choses qu'on garde pour nous parce que quand on en parle, quand on ose évoquer certaines choses à certaines personnes on nous dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai, ça peut pas se passer comme ça. Les prisonniers, ils sont bien, ils sont heureux, ils ont la télévision. Il y a les quartiers VIP. Voilà quoi. Bon, enfin moi, je pars du principe que bon, voilà, à partir du moment où on commet un délit, qu'il y ait une sanction, moi je suis tout à fait d'accord avec ce principe-là. Moi, je suis pas à nier l'évidence. Bon, on fait une connerie, on fait une erreur. Il faut la réparer. Bon, bah, c'est la prison, c'est la peine de prison. Après, c'est le nombre d'années qu'on doit purger et
ouais, finalement, en fonction de certains délits, on purge un certain nombre d'années. Et bon, il y a des remises de peine, hein. Il y a des remises de peine, mais il y en a de moins en moins, et de moins en moins. Les permissions de sortie pour tout ce qui est rapprochement familial, il y en a quasiment, il y en a plus, il y en a pas. Enfin moi j'ai fait plusieurs centres de détention, j'ai fait de la centrale, j'ai fait de nombreuses prisons, et il y a plus, on donne plus de permissions aux gens, c'est-à-dire de manière à ce que les gens, les détenus, aient un contact, un lien avec leur famille. C'est terminé, ça. Les conditionnels, c'est pareil. De ce côté-là, il y a rien du tout non plus. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas. Bon, il y a un manque de confiance quelque part. Je sais pas. Je comprends pas très bien en fait. Alors, ce qui fait que vous êtes condamné à une peine relativement lourde, vous la purgez dans la quasi-totalité, et quand vous sortez, vous vous retrouvez comme ça, de but en blanc, dehors, et sans repère, sans rien, à moitié paumé. Vous avez tout dépend des cas, tout dépend des gens, hein. Mais il y a moi je me suis retrouvé dehors avec la moitié de ma famille, quasiment même plus de la moitié de ma famille qui m'a oublié, quoi, complètement, hein, qui m'a zappé complètement, hein. Et pourtant j'ai pas commis d'actes crapuleux, hein, et voilà, quoi. Donc c'est donc vous n'aviez pas c'est d'autant plus dur pour vous que vous n'aviez plus le soutien de votre famille. Non, vous ne pouviez pas vous trouver un refuge chez eux. Donc, par exemple, la question du logement, quand vous êtes sorti il y a combien de temps ? Je suis sorti au mois de février, là. D'accord. Quand on sort concrètement, Frédéric, quand vous êtes sorti, vous aviez, on sort, on va où, comment se loger, comment ça se passe après avoir fait comme ça des années C'est le système D. C'est le système D, c'est-à-dire... Il n'y a pas de préparation avant, c'est-à-dire que vous n'avez pas vu un juge de... il y a un juge d'application des peines. Le juge d'application des peines, qui vous prépare un peu, qui anticipe... Non, il n'anticipe rien. Moi, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne beaucoup de détenus que j'ai rencontrés, que j'ai croisés durant mes... Qui essaye de voir justement comment va se préparer votre sortie en termes de... Concrètement, c'est-à-dire où vous allez pouvoir loger. Est-ce que vous avez une formation, une possibilité, un emploi éventuellement qui vous attend à la sortie ? Oui, non, parce que comme... ça serait dans le cas où, à la limite, il vous donnerait une liberté conditionnelle. Voilà, il y aurait un deal, c'est-à-dire un deal entre le détenu et le juge d'application des peines, c'est-à-dire, moi je vous accorde une conditionnelle, monsieur, et vous m'apportez un papier, un certificat d'hébergement, une attestation d'hébergement et un certificat de travail. Voilà. C'est ça le truc, en fait, hein. Mais comme il n'y a quasiment pas de conditionnel et comme les détenus vont quasiment au bout de leur peine, c'est-à-dire dans la totalité, on vous dit vous sortez tel jour, à telle date, on vous ouvre la porte en grand et puis vous êtes dehors et c'est à vous de vous démerder. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement quand après avoir passé tant d'années derrière les barreaux, on ouvre la porte en grand ?
moi, j'étais vraiment... j'étais paniqué, quoi. J'étais perdu, quoi. J'étais perdu. J'avais plus de repères, j'avais plus rien. Je savais pas où aller. Oui, il n'y avait personne qui vous attendait. Non. J'étais là avec mon sac, avec mes sacs. Et bon, j'ai eu la chance, entre guillemets, j'ai eu la chance d'avoir une association qui m'a pris en main, qui m'a fait confiance et vous pouvez la citer, cette association, parce que c'est... Oui, c'est des associations, parce que moi j'ai perdu la vue en prison en plus. Hein. Je suis non-voyant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une maladie qui... Oui, à la base, c'était une maladie. Et ça a été mal soigné mal soigné. Et lors de mon interpellation, lors de mon arrestation, ça s'est très mal passé. Il y a eu des coups de feu, quoi. Donc, et moi, j'ai pris des bouts de verre dans les yeux. Et donc, j'ai été pris en main tout de suite. J'étais à l'hôpital, j'ai été opéré des yeux. Au début, ça s'est bien passé, mais bon, il restait des particules de verre dans les yeux, et puis ce qui fait que ça a déchiré la cornée, la rétine, et ça a atteint le nerf optique, en fait, quoi. Donc, ce qui fait que au bout de 3-4 ans, j'ai perdu la vue, quoi. Donc, ce qui fait que j'ai fait avec cet handicap en plus. Oui. Et voilà, quoi. Donc moi j'ai eu la chance de faire j'ai eu la chance d'avoir des associations pour non-voyants, des associations qui s'occupent de non-voyants dans ma région. Donc j'ai eu de la chance d'avoir toutes ces personnes-là qui n'ont pas d'a priori, qui n'ont pas de préjugés et qui vous accueillent et qui vous posent pas de questions. Oui. Vous n'êtes pas face à un tribunal, en fait. Vous avez purgé votre peine, ils vous accueillent et voilà, donc... Mais bon, c'est vrai que c'est... Oui, mais c'est important. Comme vous dites, vous avez purgé votre peine, et puis de toute façon, aucun être humain ne se résume à ses actes. D'autant que les actes en question ne sont que le produit, la conséquence de ce que son histoire l'a amené à vivre. Hein. Après tout, si son histoire avait été différente, lui-même aurait été différent. Et ses actes n'auraient pas été les mêmes. C'est un peu toujours facile de se dire, vous voyez, il y en a que ça arrange de dire ceux qui vont en prison, il y a d'un côté les gens bien, de l'autre les gens pas bien, ou les gens normaux, les gens pas normaux. C'est commode de se dire, on est du bon côté, et puis il y a les autres. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et c'est pour ça qu'on ferme aussi les yeux sur les prisons. Parce qu'alors évidemment, dans une société qui va mal, où il y a un chômage très important, où il y a une pauvreté très importante, on se dit, on va pas en plus se préoccuper du sort des prisonniers. Mais je regrette parce que vous le dites, Frédéric, à un moment, les détenus vont sortir. Et quand ils sortent, s'ils sortent cassés, brisés, voire avec la haine au ventre, qu'est-ce qui va se passer? La société est déjà pas suffisamment violente. On va lâcher des personnes qui sont comme ça complètement cassées, voire pleines de haine. Je veux dire, le but c'était quand même au départ de la réinsertion, de réinsérer. Or, si la prison génère en elle-même de la violence, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a tout intérêt dans une société dite civilisée de s'occuper du sort de nos détenus. Or, on est régulièrement épinglé par la Cour européenne des droits de l'homme parce que le sort de nos prisons est déplorable. La condition de nos prisonniers, est déplorable.
Oui, c'est même plus que déplorable. Hein. Aujourd'hui, quelle est votre situation ? Ma situation aujourd'hui, je suis en psychothérapie. Ouais. Je fais une thérapie parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de me vider. Parce que voilà, c'était très 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 lourd à porter, et donc j'avais besoin de parler, de me lâcher, de me vider de plein de choses qui m'ont fait mal, qui m'ont brisé en quelque sorte, quoi. Donc et j'ai eu la chance de tomber sur une thérapeute vraiment sensationnel, quoi, qui a été à l'écoute et qui a su me prendre vraiment me comprendre, quoi, qui a su me comprendre et qui a su me dire les mots justes, et donc on a pu instaurer un dialogue, une communication, parce que c'est pas toujours facile, parce que j'en ai rencontré des psychologues et des psychiatres durant mon incarcération, et c'est pas du tout le même contexte, hein. Et que à l'extérieur, là, j'ai vraiment eu la chance de tomber sur une personne qui était vraiment qui avait de l'empathie, vous la sentiez en empathie avec vous. Professionnel à la fois aussi, hein. Mais mais attendez, on peut être en empathie, c'est aussi être professionnel, hein. Oui, l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Oui. On peut avoir de l'empathie sans être professionnel. Il y a des gens qui sont altruistes et plein d'empathie vis-à-vis des autres et qui ne sont pas professionnels. Et en même temps, des thérapeutes peuvent être, c'est quand même dans la bienveillance et dans l'empathie, c'est un minimum, hein, quand on est thérapeute. Quand même, je pense. Je vais vous lire déjà quelques messages. Prune qui vous trouve très courageux et qui vous souhaite bonne chance. Il y a également Coco qui est très touchée par votre témoignage, qui demande si vous recevez une allocation pour adultes handicapés. Oui. Il y a également le subversif qui dit « Tant que les barreaux de nos prisons enfermeront notre déni de la réalité, elle s'aggravera. » Et puis je vous propose qu'on accueille Liliane qui est avec nous au 3921 et qui voulait un peu rebondir sur votre témoignage, Frédéric. Bonsoir Liliane. Excusez-moi. Bonsoir, je vous en prie. Caroline. Bonsoir. D'abord, le nom de... Frédéric. Merci, excusez-moi, c'est parce que j'appelais en même temps qu'on avait prononcé le nom, et voilà. Voilà, en fait, je suis très touchée par cette situation à bien des égards. Je vais vous parler directement, Frédéric, ce sera plus simple. Donc, je suis très touchée par votre situation à bien des égards. D'abord parce que ma famille est issue d'un milieu délinquant, de grande délinquance. Et sans aucun jugement, hein. Je veux dire, ma sœur est allée en prison plusieurs années, mon frère y est allé plusieurs années, et mon frère n'a pas réussi à reconstruire sa vie, et il est mort il y a 2 ans. Ma sœur est morte pour d'autres raisons, mais elle est morte quand même. Je veux dire que il faut vraiment, et pourtant, pour ma sœur, c'était vraiment là pour elle, quoi. Parce que pour sortir en conditionnel, effectivement, il faut que la famille qui prend la personne en charge, trouve un emploi et un logement. On avait tout fait. On a reçu ma sœur c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut une attestation d'hébergement et un certificat de travail. Mais pour présenter le dossier de conditionnel. Oui, voilà. C'est clair. Et je pense que c'est toujours comme ça. En général, les éducateurs qui croient en vous poussent le dossier, hein, mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire rapidement? Parce que voilà, le problème c'est que ma sœur n'est pas sortie à la bonne heure parce que
la douane à Fleury était en panne, en grève. Donc, vous voyez, il y a une histoire de stup derrière, quoi. Et il a fallu qu'on aille porter l'argent liquide et on n'était pas sûr qu'elle sortirait le jour même. Et en fait, elle est sortie le jour même, mais on n'a pas pu aller la chercher parce qu'on ne savait pas à quelle heure elle sortirait. Ah, donc, oui. Elle avait juste un ticket de bus, un truc, et puis elle est venue chez nous, voilà, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, quand on est non-voyant, il y a les autres barreaux d'une prison qui se rajoutent. Oui, c'est... À cause de la bibliothèque, à cause des trajets à faire pour la promenade, à cause du courrier à lire, parce que le braille n'est pas autorisé en prison. Oui. Je sais de quoi je parle, je suis aveugle. Ah, vous êtes non-voyante aussi. Oui. C'est pas moi qui y étais, mais bon, voilà quoi. Et ma sœur voyait clair, alors elle me tapait le courrier à la machine pour que je puisse le lire moi-même, que j'ai pas l'humiliation de le faire lire par n'importe quel voisin, etc., quoi. Mais j'en garde. Il faut savoir que quand la personne est incarcérée, la famille se sent incarcérée aussi. Parce qu'il y a des gens de la famille qui vous disent c'est bien fait pour sa gueule. C'est pas mal, mais c'est exactement ça. C'est terrible, oui. La famille est toujours éclaboussée. Ah oui, non, mais ça, j'ai entendu. Non, mais concrètement, même ma belle-mère... C'est terrible, là. Oui, c'est terrible. Et alors, je veux dire... de tels propos. Ce qui fait que ça vous empêche, en plus, de lui expliquer à elle qu'elle est là, mais qu'elle a fait une connerie quand même. Vous voyez ? Et on peut penser aussi aux enfants, parce qu'il arrive les enfants dont l'un des parents est incarcéré. Alors justement, parce que ma sœur avait des enfants, on était en contact avec le relais enfants-parents. Voilà, ça c'est très important. Le relais parents-enfants. Oui. Alors, et puis c'était cette association qui m'emmenait en voiture les voir. Oui. D'ailleurs, je fais hommage à cette association. Oui, ils font du très bon travail. Il y a Marie-France Blanco, qui fait un travail remarquable. Et c'est important parce qu'il est toujours important de dire aux enfants la vérité. On leur ment encore trop souvent à ce sujet, d'en parler avec lui et d'expliquer que l'on a pu faire des bêtises parce qu'on n'avait pas compris certaines choses et qu'on paie pour cela. Quand ils font des bêtises voilà, et qu'on paie sa dette à la société, mais ça n'empêche pas à l'enfant d'avoir de la considération pour son parent qui est en prison. Et il a raison parce qu'on peut faire des choses pas bien et être quand même quelqu'un de bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, à ce sujet-là, moi j'ai 46 ans et j'ai appris que j'étais père, que j'avais un enfant à l'âge de 37 ans. Ah la vache. Excusez ma façon de parler. Comme vous dites. À 37 ans, on est venu me voir en prison, enfin une assistante sociale, qui m'a dit il y a une personne qui fait une recherche en paternité. Et voilà. Oui, donc j'imagine que vous avez beaucoup de choses à travailler encore en thérapie. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage fort, Frédéric. Pour répondre à Laurent qui envoie un SMS, oui, votre famille est au courant, mais votre famille vous a tourné le dos depuis votre incarcération. Merci beaucoup aussi, Liliane, de votre réaction et à bientôt. Au revoir. D'accord, merci, bonsoir. Claire de Namur, un petit message de Violaine qui me dit: il y a de l'orage, on ne vous entend plus dans ma région, je suis à Grenoble, je voulais juste dire que Stéphanie est une personne pure et je trouve que c'est toujours difficile d'entendre dire que les personnes opportunistes, voire manipulatrices, le sont parce qu'intelligentes. Oui, c'est ce que j'ai dit, je disais qu'il était certainement intelligent. Me dit Violaine, je vous écouterai demain en podcast. C'est vrai que souvent les personnes manipulatrices, voire les pervers, ont une intelligence supérieure à la moyenne et c'est pour ça qu'elles arrivent à manipuler les autres. C'est comme ça et qu'on a du mal à les repérer. C'est bon, donc sinon on ne se laisserait pas prendre dans leur filet, ma chère Violaine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, faites de doux rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1. C'est l'heure des informations présentées par Émilie Bonneau.